Clotilde, Louis-Antoine, Bruno, David, François. Bruno Léger, le DG du groupe Liébo, David Soulard, le président des meubles Gauthier, François Lucas, président d'Arcade Cycle. Clotilde Kilikini, que vous connaissez comme notre super partenaire chez BNP Paribas, Louis-Antoine Lauvert, notre super partenaire KPMG. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci. Et avant de commencer, annonce très importante, vous avez reçu un SMS cette nuit, Clotilde a perdu son impair. Ça y est, je l'ai retrouvé. Tu viens de le retrouver? Je viens de le retrouver. Si tu peux balancer le nom de la personne. Non, je ne fais pas ça. D'accord, c'est bien dommage. Madame, messieurs, on est très heureux de vous écouter, que vous nous racontiez ce que l'on ne sait pas. Je vous laisse nous présenter, échanger, et je reviendrai à la fin de cette séquence pour les questions avec la salle. Eh ben c'est parti. Alors la Vendée, c'est un territoire qui accueille plus de 40 000 entreprises, une agriculture dynamique, une industrie également dynamique, une industrie agroalimentaire qui est puissante. Et là, dans cette table ronde, on va être sur certains aspects industriels hyper intéressants. On va passer des meubles au cycle, aux fenêtres. Alors très rapidement, on va faire un premier tour de table de ce Made in 85, Made in Vendée, Made in France très conquérant. Peut-être en commençant, David Soulard, avec vous. Vous êtes... Bonsoir. Bonjour. Voilà, on est encore un peu tôt. Voilà. Vous êtes directeur général du groupe Gauthier, une aventure qui commence au début des années 60. Et aujourd'hui, les meubles Gauthier se vendent partout dans le monde, 80 boutiques également. Voilà, présentez-nous peut-être en quelques mots cette très belle aventure. Alors oui, donc Gauthier, c'est le nom de mon oncle, Patrice Gauthier, qui s'est marié avec donc ma tante Annick, qui est décédée très jeune, et mon père a pris la succession de cette histoire familiale. On a déposé le bilan en 83, on a perdu l'entreprise familiale, et on a en 2000 racheté avec mes frères et sœurs et mes parents Gauthier, en faisant un LBO qui est le plus long LBO de l'histoire, puisqu'on est rendu à la 22e année. Mais on est super fiers d'avoir réussi à maintenir 700 emplois en Vendée. On est 3 usines, on fabrique des meubles contemporains tous les jours, et on a cette spécificité d'avoir un outil qui passe de la forêt, et maintenant d'ailleurs du meuble recyclé, jusqu'au meuble. Et on a, il y a 15 ans, décidé d'intégrer nos propres magasins, qui s'appellent donc Gauthier, et on en a 80 en France et à peu près une quarantaine à l'international. Voilà, on va ouvrir bientôt à Abidjan d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Donc on exporte beaucoup en ayant des usines à la campagne finalement. Et on va revenir sur ces usines à la campagne. Bruno Léger, vous êtes directeur général du groupe Liébo. Donc là, on s'éloigne des meubles et on se rapproche des fenêtres. Et vous nous direz aussi quelles sont les autres spécialités. Donc Liébo, une entreprise vendéenne, une ETI très inspirante, un parcours de forte croissance qui a, entre autres, redéfini le marché de la fenêtre en France et peut-être plus largement. Comment est-ce que vous aimez présenter le groupe Liébo ? Bonjour à toutes et tous. Donc, le groupe Liébo, c'est un groupe qui emploie 3600 personnes, qui va facturer cette année 900 millions. Ça s'est un peu inflaté ces derniers temps avec les hausses de tarifs. Et c'est un groupe qui est né en Vendée, d'une famille très vendéenne aux herbiers, qui s'appelle la famille Briand, et puis qui était dans les charpentes et dans les menuiseries aluminium. Et puis les deux familles se sont séparées. Donc aujourd'hui, il y a deux très beaux groupes familiaux, le groupe Briand et le groupe Liébo. Donc moi, je suis le dirigeant du groupe Liébo depuis une quinzaine d'années. Et dans le groupe Liébo, alors le groupe Liébo, c'est 16 usines en Europe, 13 en France et 7, bientôt 8 en Vendée, dont 6 aux herbiers. Voilà, donc beaucoup d'emplois en Vendée. Merci. Oui, peut-être juste, j'ai oublié, vous m'avez tendu la perche, je ne l'ai pas saisie. La marque connue du groupe Liébo, c'est K-Line, qui est devenu le leader de la fenêtre en France, qui a fait effectivement une success story dans l'univers de la menuiserie assez spectaculaire. Nous sommes devenus le leader, alors que nous ne sommes pas en PVC. K-Line, ce sont des fenêtres en aluminium très fines, qui laissent entrer beaucoup de lumière, et c'est ça qui a fait notre succès. Et c'est pour ça que nous sommes devenus le leader de la fenêtre en France. Je parle de K-Line. Alors on va passer par la fenêtre et enfourcher un vélo, François. Donc François Lucas, reprise d'Arcade Cycle en 2011, une entreprise qui rayonne fort depuis La Roche-sur-Yon, tout près d'ici, et qui fabrique des vélos et qui les vend à des collectivités locales ou des loueurs pour des accès en libre service, des vélos partagés.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette PMI dont vous êtes maintenant président, dont tu es maintenant président, parce qu'il se trouve qu'on se connaît? Bonjour, bonjour à tous. Arcade Cycle, société que j'ai effectivement repris il y a une douzaine d'années, qui était une PME de 37 personnes, mais avec un positionnement intéressant à la croisée de deux secteurs qui se sont formidablement développés depuis, le vélo et singulièrement le vélo à assistance électrique et la mobilité urbaine. Aujourd'hui, Arcade Cycle, alors nous sommes un petit poussé par rapport au groupe Liébaud et au groupe Gauthier, c'est 130 personnes et un chiffre d'affaires de 40 millions, avec une croissance annuelle moyenne de 15% par an depuis 2012, donc on a multiplié par 4. Et j'espère bien que cela va continuer, puisque nous sommes aujourd'hui dans une transmission familiale, et c'est mon fils Frédéric, 30 ans, qui a repris il y a 6 mois la direction générale de l'affaire. Et nous sommes en train d'investir dans une nouvelle usine à La Roche-sur-Yon, avec une capacité de production multipliée par 2,5, 3 à terme, parce que l'usine actuelle, avec la croissance de ces dernières années, était tout simplement devenue trop petite. Alors la Vendée est une terre entrepreneuriale extrêmement riche, avec des PME et des ETI, souvent familiales, mais pas uniquement, et quelques noms qui font référence en Europe et dans le monde. Je pense à Groupe Beneteau, Fleuret-Michon, Sodebo, l'Amicaline. Moi, j'avais envie de vous poser, on parle beaucoup de la Vendée aujourd'hui et de cet essor. Finalement, est-ce un essor relativement récent ou existe-t-il une tradition entrepreneuriale qui est bien plus ancienne ? C'est moi qui commence. Non. Alors, moi, je ne suis pas vendéen. Donc, je suis arrivé en Vendée il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai découvert ce pays d'entreprise. Et moi, j'explique les choses de la façon suivante. En fait, le développement économique de la Vendée a été relativement tardif comparé à d'autres régions industrielles françaises pour des raisons liées à son histoire. Bon, vous êtes au Puy du Fou. C'est là, en particulier, où on comprend l'histoire de la Vendée. Voilà, donc son histoire a fait qu'elle s'est développée économiquement plutôt à partir de la Deuxième Guerre mondiale et que beaucoup d'entreprises sont restées familiales. Et je pense aussi que la tradition catholique, familiale, vendéenne fait que les familles restent propriétaires des entreprises. Et c'est ça qui fait la différence. Alors moi, je suis un grand défenseur de l'entreprise familiale. Le groupe Liébaud, ce n'est pas mon entreprise, c'est l'entreprise de la famille Liébaud. Mais je suis extrêmement convaincu des vertus de l'entreprise familiale. Et je pense que dans cette salle, vous êtes pratiquement tous et toutes des entreprises familiales. Donc dans l'entreprise familiale, on a le temps long. On a le temps long, on a le temps de développer des projets d'entreprise. Moi, je n'ai pas 150 méthodes, j'en ai une ou deux. Il faut de bonnes équipes et il faut un bon projet d'entreprise. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et on trace le sillon. Et pour ça, il faut du temps. Et les entreprises familiales, elles procurent ce temps. Mais aussi, dans une entreprise familiale, on décide vite. On parle beaucoup d'agilité, mais avant de développer le thème de l'agilité, il faut être capable de décider vite. Pas trop se tromper, mais il se trouve que dans les entreprises familiales, on a des équipes qui sont loyales, qui sont fidèles. Donc on a des entreprises expérimentées qui ne changent pas toutes les 3 ans d'entreprise. Et avec on n'est pas des génies, mais avec ces entreprises expérimentées, on prend des décisions qui ne sont pas trop mauvaises. Et au fur et à mesure du temps, de ce temps long, en décidant vite et en ne se trompant pas trop, et bien, au bout de 10 ans, de 20 ans, c'est comme ça qu'on arrive à faire de belles entreprises et à développer beaucoup d'emplois. Voilà. Alors après, il y a un autre thème qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure, ces ETI. Pourquoi ne restent-elles pas familiales en France, moins qu'ailleurs dans les autres pays ? Moi, je pense qu'une des différences de la Vendée, c'est vraiment qu'il y a cet attachement familial à l'entreprise. Le drame de ce pays, c'est que les entreprises ETI ne restent pas familiales. C'est sans doute plus le cas en Vendée. Elles restent familiales. Il y a quelques exceptions malheureuses. On y en a une en particulier, récente. Mais en tout cas, les entreprises, vous avez cité Beneteau, Atlantique, Sodebo, toutes ces entreprises, le groupe Dubreuil, le groupe Liébaud, sont des entreprises qui restent familiales parce que la famille est attachée à son patrimoine et à son entreprise. Et vous, François, qui êtes arrivé il y a une douzaine d'années, je crois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors évidemment en phase avec ce que vient de dire Bruno, moi j'ajouterais, mais ce sont peut-être aussi des convictions personnelles,
J'appelle ça la TPE attitude, qui est fait de 3 ingrédients majeurs, qui sont la proximité, qui sont l'exemplarité et qui sont l'équité, qui font la solidité et la cohésion de nos équipes et de nos entreprises. Alors moi qui suis vendéen, alors le sujet c'est qu'on finalement, enfin moi je suis né en 71, on le dit, la Vendée s'est industrialisée tardivement, Bruno tu as raison, et c'est vrai qu'on se connaît tous parce que les usines à la campagne font que finalement nos familles habitent dans les usines. Ils n'habitent pas à Nantes ou n'habitent pas à Angers, ils habitent dans les territoires. Nous, ma famille, habite à 3 km de l'usine depuis 60 ans. On n'est jamais parti trop loin. Ce qui fait que le week-end, on est avec nos salariés. On est tout le temps finalement au contact de l'effet d'image ou de l'effet de rumeur, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, qui permettent de tout le temps se réaxer en disant le monde extérieur pense ça de mon entreprise et attention, il y a peut-être des choses. Donc c'est-à-dire, le thème c'est quand même comment on réussit dans un monde imprévisible. Le premier sujet, c'est quand on est proche de ses salariés, parce que c'est pas son directeur commercial qui dit que son commercial a dit, mais c'est le week-end où j'ai vu un commercial qui m'a dit que, parce qu'il n'y a pas de problème, et d'ailleurs il me tutoie, c'est que l'imprévisibilité, elle arrive beaucoup plus facile dans sa compréhension, parce que vous voyez arriver les problèmes plus vite, ou les réussites plus vite. Et je crois que c'est la force de la Vendée, c'est comme on est proche des gens qui travaillent au plus bas niveau de nos entreprises, ils sont souvent très très lucides sur les erreurs ou sur les choses qu'on est en train de faire. Et ça, c'est ce qui crée la force dans l'entreprise. Ensuite, en transversal, qu'est-ce qui crée notre force? C'est comme on est tous sur des métiers totalement différents, mais surtout des producteurs, puisque la Vendée, on doit avoir 17% de production. Les autres départements français sont plutôt à 10%. On est extrêmement producteurs, donc plutôt proche on s'entraide entre nous en n'étant pas du même métier, puisqu'on touche des mêmes matières. Nous, on discute beaucoup avec Beneteau, par exemple, alors qu'ils fabriquent des bateaux, nous des meubles. Bon, mais on s'entraide sur des modes d'organisation de nos usines, sur des choses qu'on peut échanger. Donc c'est le deuxième chose, c'est le transversal. Et nous, l'histoire de Gauthier, elle est incroyable, puisque quand on a déposé le bilan, qu'en 99, mon père a été viré, qu'il y a eu une grève des 1000 personnes, enfin incluant nos sous-traitants, pour aller récupérer mon père, c'est l'achat qu'on a fait de Gauthier de 128 millions d'euros. On va dire, il y a des amis vendéens qui nous ont prêté personnellement 4 ou 5 millions d'euros chacun pour acheter Gauthier. Bon, on leur a remboursé depuis, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans cette connectivité entre nous, comment on sort de l'argent pour aider un confrère? Et ça, je trouve que c'est une entraide. En tout cas, nous, Gauthier, on est la preuve que ça existe et que ça peut toujours exister, puisque moi, au niveau de la French Fab, on entend encore parler de rachats qui sont aidés par les autres. Et je crois que dans un monde imprévisible, c'est en étant proche des autres qu'on peut s'aider au niveau de finance. Donc cet aspect-là qu'on a commencé à bien toucher du doigt, qui est en fait la force des liens humains, de la proximité, ça se traduit de différentes façons. Je pense qu'en Vendée, peut-être plus que dans d'autres régions ou départements, les centres de décision sont sur place. Les chiffres le disent, en fait, il y a une beaucoup plus forte présence de centres de décision in situ. Alors, cette dimension de temps long et de transmission familiale, je pense, Bruno Léger, que vous vouliez revenir dessus, parce que c'est un élément finalement qui crée une vraie différence sur le pouvoir d'un territoire. Oui, alors l'exemple de David est un des plus beaux exemples vendéens. Je crois qu'il faut que tout le monde le sache bien ici. Cette mobilisation à la fois des salariés, mais aussi des entreprises pour sauver l'entreprise familiale Gauthier, c'est une histoire absolument unique. Ce que je voulais dire, moi, c'est que en Vendée, parce que les entreprises sont familiales, et parce qu'on a le temps, et parce que tout se réfléchit et s'anticipe avec cette notion de temps, on est extrêmement attentif aux salariés, on est extrêmement attentif au dialogue social, parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas ce dialogue social et s'il n'y a pas cette proximité avec les salariés, tout simplement, dans quelques années, les choses seront plus compliquées. Or, on raisonne avec le temps long. Donc je crois que c'est surtout ça qui drive tout, c'est d'être là. On sait qu'on sera là, et on sait qu'on a besoin de prendre toutes les décisions en fonction de ça. Alors je voudrais, oui, pour rebondir sur votre question, effectivement sur les entreprises familiales et la transmission des ETI,
moi, ce que je voudrais dire, c'est que comment se fait-il qu'en France, étude de KPMG, qui est sortie là, hier dans les Échos, une entreprise, en France, seulement une ETI sur 5 reste familiale, 1 sur 2 en Allemagne, 2 sur 3 en Italie. Vous pourrez peut-être expliquer cette étude. Alors, bien sûr, on pense toujours à la fiscalité. Cela étant, il existe quelque chose en France qui s'appelle le pacte Dutreil et qui permet aux entreprises familiales d'être transmises avec une fiscalité extrêmement réduite, puisque je crois qu'on ne paye que 5% de l'imposition. Alors, donc, est-ce que c'est uniquement une question de fiscalité? Est-ce qu'il y a une question de complexité de transmission, ou est-ce qu'il y a tout simplement l'appétence de la famille à rester et à posséder son entreprise? Je pense qu'il faut aussi questionner ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je peux témoigner à quel point ce gouvernement, les 2 gouvernements Macron, sont pro-entreprise. Aussi bien tout ce qu'on a vécu tous ensemble dans le Covid, mais ce qui a suivi, c'est-à-dire France Relance, et maintenant France 2030. On parlera tout à l'heure d'investissement. Nous avons des investissements en cours qui bénéficient de France 2030. Moi, je voudrais bien que le gouvernement qui, objectivement, de mon point de vue, est en train de changer les choses sur l'industrialisation de la France, avec la BPI comme bras armé, il faudrait qu'il s'attaque à cette question de pourquoi on n'arrive pas à donner le goût aux familles, parce que je pense qu'il n'y a pas que la fiscalité, de rester propriétaire de leur entreprise. Parce que pour moi, c'est ça qui fait la différence. Voilà, donc au-delà de la fiscalité, c'est un état d'esprit et c'est peut-être une émulation aussi. On fait un pas de côté, François. Oui, David. Moi, je pense que dans notre région, les enfants sont très très proches du business des parents. Et ont le goût au travail parce que finalement, ils ont travaillé l'été, même s'ils étaient finalement assez aisés. Ils ont quand même fait des jobs d'été, ils ne sont pas partis se la couler douce. Donc ça, c'est très caractéristique du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants des propriétaires de TI bossent. Donc ce qui veut dire que le goût au travail rend la succession peut-être plus simple, en tout cas enlève la peur. Moi, j'ai pas eu peur de prendre cette succession il y a bientôt 15 ans, alors que j'étais jeune. Ton fils, que j'ai vu hier soir, il a 30 ans. Il me dit waouh, c'est quand même quelque chose. Ben, je lui dis oui, mais tu as osé et tu auras tout le monde autour de toi, dont ton père qui va t'accompagner, et ça, il a osé, il a pas eu. Alors maintenant, il a peur aussi, mais il a osé, quoi. Et je pense que dans ces successions, la première des choses, c'est de préparer les enfants à bosser. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut pas bosser. Et je pense que quelquefois, dans les ETI, on oublie ces éléments-là. Et après, on se dit, c'est bizarre, ils veulent pas reprendre. Oui. Parce qu'ils ont eu trop de dividendes. Donc, c'est sûr qu'à un moment... David, on retrouve l'exemplarité. On retrouve l'exemplarité. Ici, c'est la rente. Alors, c'est quelque chose que je ne connais pas, la rente. Pour enchaîner les LBO, je ne sais pas ce que c'est que des dividendes. Donc, la fortune, elle est parfaitement virtuelle et à très long terme. Mais moi aussi, d'ailleurs. Mais moi, je construis pour mes enfants. C'est ça. C'est la prochaine génération qui aura le fruit. Parce que c'est un projet qui nous dépasse. C'est l'histoire de la cathédrale. À ma place, ici, il y aurait pu avoir le président du groupe, puisque la transmission vient d'être faite chez nous. C'est faite au 1er janvier entre notre président fondateur, André Liébaud, qui a 76 ans, et son fils aîné, Jean-Pierre, qui pourrait être à ma place, et qui dit toujours qu'il construit pour la 11e génération. Je pense que c'est ce qu'il dirait s'il était là. Il construit pour la 11e génération. Et ça fait 25 ans qu'ils travaillent dans l'entreprise. Et leur père leur a toujours, j'en suis le témoin privilégié, leur a toujours inculqué profondément l'amour de l'entreprise. Vous nous avez parlé collectif au sein de l'entreprise, avec vos équipiers, entre vous, dirigeants. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre perception du collectif avec la puissance publique? Pour avoir assisté à quelques réunions avec des dirigeants d'entreprise, ceux-ci mettent souvent en avant, vous parliez des ETI allemandes, le fait qu'en Allemagne, par exemple, les achats publics flèchent beaucoup plus leurs actions envers les entreprises nationales
Quelle est votre vision par rapport au collectif avec la puissance publique et peut-être ici avec la région? Alors, je vais répondre. Parce que nous sommes le spécialiste des ventes de flotte de vélos, vélos à essence électrique, vélos non électriques, et nous faisons près de la moitié de notre chiffre d'affaires avec les collectivités territoriales, qui dit évidemment marché public. Et alors, nous sommes aussi dans un secteur d'activité où il y a peu de grands groupes, mais nous avons en face de nous des interlocuteurs qui cherchent à privilégier les achats français, y compris naturellement sur des appels d'offres européens, et qui privilégient volontiers la PMI que nous sommes. Donc je m'inscris un peu en faux sur l'accès de la PME à la commande publique, en ce qui nous concerne. Et ce n'est pas forcément généralisable. Alors oui, nous, dans notre métier, la commande publique, elle ne nous concerne pas vraiment. Nous, on vend nos fenêtres en neuf, en rénovation, et très peu avec la commande publique. Donc le témoignage que je voudrais porter, moi, c'est le témoignage de l'État et de l'aide de l'État quand on a un projet d'investissement, y compris sur le plan local. Alors nous, on est en train de construire une usine dans le sud Vendée, un projet de fonderie bas carbone, et le préfet et les services de l'État, mais comme sur les précédentes usines, nous aident énormément, nous ont toujours beaucoup soutenus. Je vais même vous dire que le préfet m'a confié un jour que tous les lundis, il suivait notre dossier. Tous les lundis matins. Donc il le suit peut-être même plus que moi. Non, j'exagère. Voilà, donc tout ça pour dire que je voudrais tirer un coup de chapeau au préfet parce qu'il se trouve que j'ai construit aussi une grosse usine à côté de Lyon, au sud de l'Ain, qui aujourd'hui emploie 500 personnes, qui a démarré il y a 3 ans. Et on avait été aussi une usine de 50 000 m², je peux vous dire que c'est grand, et on avait été aussi extrêmement aidé par le préfet, parce que dans notre pays, les choses sont compliquées. Administrativement, les choses sont très vite compliquées. Mais les préfets s'en occupent. Et je peux en témoigner, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et dans l'Ain, c'est pas la Vendée, mais c'est aussi une région où il y a beaucoup d'entreprises. Et bien, et pour ça qu'on y est d'ailleurs, hein, c'est le lien entre le département de l'Ain et la Vendée, la similitude. Eh bien, le préfet s'en est occupé personnellement, a réuni ses équipes, il a mis tout le monde autour de la table, il a fait comme un patron, un vrai patron, il a mis un planning et les choses se sont passées. Donc, voilà, moi je voudrais tirer un coup de chapeau au préfet parce qu'on est un pays compliqué, ça c'est sûr, mais quand on a un vrai sujet et que c'est important pour la région, eh bien, les préfets s'en occupent. Le préfet de la Vendée nous a beaucoup aidés dans notre récent investissement qui est en train de démarrer. Je vais peut-être pas développer, mais je confirme également. Nous nous sommes fait au printemps dernier, nous nous sommes fait très peur avec un risque d'actualisation d'une étude d'impact environnemental qui aurait conduit à reporter notre projet d'usine de 2 ans, donc de la DREAL, bien sûr, vous l'avez compris. Et la préfecture a été d'une grande aide pour nous dispenser, pour que nous puissions obtenir une dispense de cette étude environnementale. Et nous aurons une usine qui sera réalisée depuis la décision initiale jusqu'à la livraison. J'en profite, le président du constructeur est là, donc je compte sur lui, bien sûr, pour assurer le délai de livraison janvier prochain. Merci David Pouillane. Il se sera écoulé moins de 2 ans, ce qui est un délai relativement court. Et c'est vrai que par rapport alors moi je n'ai pas de commande publique, mais ce que je peux dire c'est l'histoire du Puy du Fou, hein, où on est aujourd'hui. L'histoire de la Vendée, elle est liée à un démantèlement déjà logistique, hein. On n'avait pas d'autoroute, on a maintenant une autoroute qui va au Sable d'Olonne, qui nous traverse d'est en ouest, et on a maintenant une autoroute qui va de Nantes à Bordeaux, qui nous traverse du nord au sud. On a un nœud logistique extrêmement fort. Et ça a été vraiment en cohérence, à part les grenouilles du Sud là, qui nous embêtent pour La Rochelle, mais ça a été vraiment en cohérence sur la partie publique, la partie en fait, de l'État et la partie de la région. Moi, je peux dire, en tant qu'ambassadeur French Fab de la Vendée, la relation actuelle de la région Pays de Loire avec les pouvoirs publics, avec le département, c'est très très fort. Et ça va dans le sens des entrepreneurs. Il n'y a pas de guéguerre, il y a aussi des développeurs économiques parce qu'une des forces de notre territoire, c'est que dans tous nos villages, il y a plein de petites boîtes
chaque communauté de communes, normalement, n'a plus, vous savez qu'avec la loi NOM, nous sommes maintenant rattachés, nous, en tant qu'entrepreneurs, à la région. Le département n'a plus d'argent pour nous aider, et encore moins les communautés de communes. Et pourtant, dans notre territoire, il y a des développeurs économiques pour chaque communauté de communes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est des accélérateurs, facilitateurs dans la relation avec les pouvoirs publics, la directe, la DREAL, et ça, c'est chaque territoire qui décide de l'avoir. Donc nous, ici, dans le bocage vendéen, on est très proche de cette dynamique de développeurs économiques. Et on peut peut-être dire un petit mot des Vendéopoles aussi. Donc il y a 14, je crois, oui. zones qui ont été aménagées. C'est ça, voilà. C'est ça, oui. Ils ont pointé et ils mettent systématiquement tous les gens qui veulent investir dans ce type de regroupement parce qu'il y a des avantages fiscaux, il y a des choses qui sont mises en place pour que la personne puisse démarrer sans trop de pression fiscale. Voilà, donc un échange avec la puissance publique sous ces différentes formes qui est une forme d'efficacité. Peut-être c'est intéressant de revenir sur les quelques investissements structurants dont vous avez parlé précédemment. Donc là, il y a un sujet d'audace dans une période qui est incertaine, de comment on se lance dans ces investissements conséquents. François, peut-être sur ce qui est en cours chez Arcade Cycle, donc capacité x2, voire plus dans les prochaines années. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être mentionner des aspects d'innovation liés à ces investissements Alors, je vais élargir un tout petit peu le propos ouais. à la filière cycle, à la filière économique du cycle. Il y a 60 ans, la France était dans le peloton de tête, si j'ose dire, des nations pour fabriquer, assembler des composants, des accessoires de cycle et des vélos. Nous en sommes très, très loin aujourd'hui. Pour un ensemble de raisons. Les années 70, la délocalisation sont passées par là, mais aussi parce que je considère que les chefs d'entreprise n'ont pas toujours pris leurs responsabilités consistant à investir. Et pour investir, il faut effectivement faire son métier de patron, il faut prendre des risques, il faut y croire, il faut avoir une vision à long terme. Et je reviens à la genèse de notre investissement. Alors, c'était très facile pour nous, si j'ose dire, quand vous êtes sur un secteur avec des perspectives de croissance structurelle à 2 chiffres sur 10 ans, de façon quasi certaine, le raisonnement aurait été inverse. C'est-à-dire, si nous n'investissons pas maintenant, nous ne le ferons jamais. Et pourtant, nous sommes l'un des seuls à le faire dans le secteur d'activité. Et on ne parle pas ici d'aide, de subventions. Les subventions, c'est très bien. On n'est pas plus bête que les autres. Quand il y a des effets d'aubaine, on va les chercher. Mais il faut que le projet soit rentable de manière intrinsèque. Donc une dynamique de marché très forte. Côté des meubles Gauthier, oui. Il y a un twist d'investissement intéressant qui pour chercher de l'agilité, c'est ça? Enfin, moi, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un changement et je pense que l'avenir de l'industrie, donc la French Fab, l'avenir des choses, c'est d'une part de ne pas rechercher à faire obligatoirement du capacitaire, parce que je pense que le capacitaire, faire des usines qui produisent beaucoup de volume, c'est un sujet. Maintenant, on voit que le marché est en train de se personnaliser. Et nous, Gauthier, clairement, on a une usine qui fabrique des quantités de 1000, on a une usine qui fabrique des quantités de 200 et de 60. Et on a fait une usine qui s'appelle Batch One, qui est en route maintenant et qui fait des quantités de 1. Donc c'est vrai qu'on l'a fait parce qu'il y a une certaine imprévisibilité, qui est le thème de notre table ronde, où on ne sait peut-être pas trop. Nous, on a un carnet de commandes de 3 semaines. Je ne sais pas ce que je vais vendre en mai. Il faut quand même être très réactif. J'ai 4000 produits différents. La standardisation, c'est une réponse, mais la standardisation, sinon, c'est de l'import Chine. Donc aujourd'hui, se battre contre de l'import, il faut le faire clairement dans cette notion de personnalisation. Et le démarrage est plutôt bon. L'industrie du futur nécessite une robotisation qui est très importante et une formation permanente des collaborateurs. Donc c'est pour ça que l'un de nos leviers d'ambition 2024 chez Gauthier, c'est l'entreprise apprenante, parce que comme on est dans un territoire extrêmement tendu en termes de main-d'œuvre, Bruno le sait, en plus, toi, tu as 6 usines aux herbiers, alors moi, waouh.
Moi, je m'en écarte. J'ai fait un investissement à Saint-Pouan, c'est juste à 20-25 km, mais un opérateur ne fait pas plus de 20 km. Donc, quand vous vous décalez de 20 km, chez nous, en tout cas, ça a un vrai effet. Donc, en fait, l'investissement, OK, mais nous, ce qu'on a proposé, c'est à tous les collaborateurs des vieilles usines de faire 2 ans de formation pour arriver vers la nouvelle. Parce que de toute façon, c'était compliqué pour nous d'aller chercher ailleurs. Donc, c'est l'industrie du futur, oui. Et il faut le faire dans ces moments, comme le disait François. En tout cas, nous, on y croit. Avec un taux de chômage aux herbiers qui est de 3%, je crois. Voilà. Donc Oui, je ne vais pas m'en plaindre, étant le principal responsable de cette situation. Je vais peut-être revenir sur l'industrialisation. Donc nous avons, vous avez compris, 13 usines sur 16 en France. Nous en avons 2 en Pologne, 1 en Espagne. J'espère qu'on en aura dans d'autres pays un jour. Et on peut se poser la question, pourquoi nos usines sont-elles tellement en France et pourquoi on continue à en construire en France? Alors il se trouve que dans le métier de la fenêtre, nous fabriquons environ 1 million de fenêtres par an, dont 900 000 en France. Et le métier de la fenêtre, c'est un métier, comme tous les métiers, mais il est très compliqué. Pourquoi? Parce que, vous le savez sans doute, toutes les fenêtres qu'on fait pour vos maisons, elles sont toujours sur mesure. Et il n'y a pas une fenêtre qui est pareille à l'autre. Ça peut vous surprendre, mais je peux vous assurer que c'est comme ça. Et chaque fois qu'il nous arrive une commande de fenêtre, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pour la fabriquer. Là, on n'a pas les profils dans la bonne couleur, on n'a pas le vitrage à la bonne dimension, on n'a pas le volet roulant à la bonne dimension. Et il y a plein de choses qu'il faut faire sur mesure. Donc on a un énorme flux d'informations et de produits qu'il faut fabriquer à toute vitesse pour essayer de vous livrer la fenêtre dans le délai le plus court. Voilà. Et tout ça, tout cet écosystème qui gravite autour de nous, c'est très compliqué de l'avoir loin. Il vaut mieux l'avoir très près. Au passage, c'est beaucoup plus vertueux de l'avoir très près. Voilà, donc c'est pour ça que nos usines, nous les construisons en France et que ça marche très très bien comme ça. Alors bien sûr que ça nous a posé énormément de questions. Moi je peux en ce moment, l'année dernière en 2022, on avait 5 ou 6 usines en prévision et en construction, dont une aux Herbiers, une en Sud-Vendée. Et c'est clair que nous avons eu, après le 24 février, quelques réflexions avec nos actionnaires, bien sûr, qui nous ont demandé si c'était bien judicieux de continuer tous ces investissements. Mais une fois de plus, et je reviens à mon propos initial, on raisonne pour le temps long. Donc, nous, ce qui nous obsède, c'est de savoir dans quelles usines on va fabriquer les fenêtres dans 5 ans, puisqu'on fait de la croissance, qui va nous fournir toutes nos matières premières et tous nos semi-produits dans 5 ans, c'est ça qui nous obsède. Et bien sûr, le recrutement, le dernier mais pas le moindre de nos soucis, le recrutement de toutes ces personnes dont on aura besoin, que ce soit dans les bureaux, dans les usines, pour fabriquer ces fenêtres. Voilà, donc nous, c'est ça, on est en permanence en train de réfléchir à l'avenir et dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce qu'on continuera à progresser. Voilà, donc c'est pour ça, enfin, en résumé, nous, nos usines, on les construit en France et pour la raison de cet écosystème dont nous avons besoin autour de nos produits. Ouais. Et pour rappeler par rapport à... Les usines ne se font pas sans les gens, en fait, hein, sans le personnel. Hein. Et en fait, le Puy du Fou, par exemple, nous, au Boupère, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Puy du Fou, mais le Puy du Fou a été créé par 8 villages. Molévrier, Les Épaisses, le Boupère. Nous, l'usine est au Boupère. Donc on est l'un des villages fondateurs du Puy du Fou. Je parle de la cinécénie du vendredi et du samedi soir, où il y a des milliers de bénévoles. Moi, chez Gauthier, on est 750. Je pense que j'ai au moins 200 personnes qui font le spectacle du vendredi et du samedi soir. L'intérêt de tout ça, c'est que ce sont des gens qui apprennent la rigueur, parce que faire le spectacle de nuit, il faut être hyper rigoureux, qui apprennent l'autonomie, puisque derrière le lac, hein, il y a à peu près 6 villages hein, qui sont organisés avec un maire, qui sont organisés dans une organisation complètement dingue pour que chaque scène soit reproductible, même si les gens changent. Donc je transmets, et tout ça a permis, pour nous, depuis plus de 30 ans, d'avoir des gens qui progressaient. Ils sont trésoriers de leur association. Et ça, c'est vrai qu'on est dans un territoire, moi je vois au Boupère, il y a 20 associations. Quand on me dit des fois, ouais, je viens d'arriver en Vendée, j'ai un problème parce que j'arrive pas à m'intégrer dans le territoire. Il y a des gens qui repartent de notre territoire. La clé, c'est les associations.
alors c'est pas obligatoirement avoir un enfant, parce qu'un enfant amène l'association de l'école, mais c'est un élément très fort dans notre région. Il y a beaucoup d'associations et tous nos salariés. Alors ça nous permet, nous, d'avoir des gens qui progressent dans l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver vers de nouveaux métiers, mais qui progressent aussi à l'extérieur avec le monde associatif. Et le Puy du Fou a été un énorme... Alors ce que vous voyez là, ce n'est pas la partie bénévole, hein, évidemment, puisque ça, c'est la partie qui accompagne le parc. Le parc n'est pas bénévole. Mais il y a toujours cette cinécénie incroyable que je vous invite à venir découvrir. Venez la voir, c'est magnifique. C'est pas commencé là, mais... On a eu un topo hyper passionnant hier soir de Nicolas Devilliers. Peut-être sur ce... Alors, c'est peut-être une forme d'association, donc là on comprend que c'est une association qui peut être sur des sujets très larges, mais François, sur les mouvements entre dirigeants, entrepreneurs aussi, peut-être un vrai dynamisme sur la Vendée. J'ai un mot pour compléter ce qu'ont dit Bruno, David, sur les investissements en Vendée, les investissements en France. Pour moi, la similitude que je retrouve chez vous deux, c'est le cas pour nous aussi, c'est la personnalisation. Si l'on va sur des grands... Mais c'est le sens de l'histoire, la personnalisation. Si l'on va sur des grandes et des très grandes séries, nous ne serons jamais compétitifs, y compris avec énormément d'automatisation. Personnalisation. Maintenant, pour revenir sur ce que tu dis à propos des associations, on peut transposer également au niveau des patrons. Moi, je suis arrivé en Vendée, je ne suis pas vendéen, je le suis devenu. J'ai encore le zèle des nouveaux convertis. Et je me plais beaucoup sur ce territoire. J'y retrouve mon ADN personnel. Je suis arrivé, c'est une de mes fiertés, je suis arrivé en 2010, je ne connaissais personne. Et je me suis intégré les réseaux APM, CJD, Réseau Entreprendre, pour citer ces trois-là que je connais un peu, m'ont énormément aidé et ça fonctionne. Ça fonctionne avec des gens, y compris des gens comme Bruno, qui dirige une entreprise de combien ? 3000 personnes sont toujours très, très accessibles. Il y a ce côté que j'aime beaucoup d'une certaine humilité en Vendée. On ne se prend pas la tête, on n'a pas la grosse tête, c'est rare. Vous avez des gens qui sont à la fois dans l'entraide et dans l'émulation, parce qu'on veut faire mieux que le chef d'entreprise du village d'à côté, et ça fonctionne. Le risque qu'on a, c'est que comme on donne vraiment envie, oui, il y a Croissance Plus aussi, quelqu'un vient de le dire, comme on forme énormément les gens dans nos usines, ou dans nos services, ou dans notre service maintenance, on crée des entrepreneurs. Alors, soit on le prend en disant « Waouh, on a encore un gars de la maintenance qui va partir parce qu'il se lance dans une aventure personnelle de créer sa boîte de maintenance. » Mais ça nous arrive, nous, tous les jours. Tous les jours dans le sens de créer de l'entrepreneuriat. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il peut y avoir de l'entrepreneuriat. Nous, par exemple, il y a un gars de maintenance qui est parti pendant 10 ans, et là, aujourd'hui, il est revenu. Et il est encore plus fort. Donc, laisser partir, c'est aussi savoir recevoir. Et ce que je trouve incroyable, et c'est ce qui crée cette dynamique dans les villages, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui osent l'entrepreneuriat parce qu'ils nous voient prendre des risques. Et ils se disent, putain, mais nos patrons, ils prennent des risques. Ben, moi aussi, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui crée aussi cette force de sous-traitance, parce que nous, on ne fait pas tout. Par exemple, l'entretien de nos outils d'affûtage, c'était en interne. Maintenant, c'est 2 gars qui sont partis en entrepreneuriat et qui affûtent nos affûtages. Et c'est comme ça. Et en tout cas, je trouve ça, c'est très évolutif. Alors, les chiffres sont têtus. Hein. Malgré tout, beaucoup de sièges sociaux sont en Île-de-France. Beaucoup de créations d'entreprises continuent de s'installer en Île-de-France. Donc, voilà, avec Louis-Antoine, nous avions envie de vous faire pitcher l'implantation en Vendée pour tenter les dirigeants dans la salle qui sont franciliens. Mais je crois que vous venez de le faire, notamment avec cette déclaration d'amour, François. Donc, on n'a pas dit qu'on est à 30 km de la mer. mais c'est vrai que ici, on est un peu plus loin, là. On est à 70. Non, c'est un atout parce que lorsqu'on regarde, quand on compare la carte de l'Allemagne, encore une fois, et la carte de la France, et les implantations territoriales des entreprises, ça peut aussi être une réponse probablement sociétale, d'avoir davantage d'emplois en région. Donc, merci beaucoup parce que vous avez déjà répondu à cette question, messieurs. Et ce que l'on vous propose peut-être, c'est de passer à des questions dans la salle.
Et on va applaudir bien sûr vos invités. Merci infiniment de ces partages. On a une règle du jeu depuis hier. On a ici un ballon de rugby qui n'est pas un. Chacun va pouvoir prendre la catchbox et vous poser les premières questions. Peut-être la personne qui était froissée au deuxième rang de ne pas avoir entendu citer Croissance Plus. Si tu veux régler tes comptes, c'est maintenant. Merci Jackie. Et bonjour. Et tu crois que je vais te l'envoyer au 28e rang là-haut? Très très bien. Donc si tu veux bien le récupérer. Non, c'est bien pour toi. Alors attends, j'essaie. Parfait, tu vas voir, le mec du sud-ouest qui n'est pas capable avec son ballon. Hop. Merci. Waouh. Ah ouais. On était un peu volleyball. Merci à mon complice. Je t'invite à te présenter. Bonjour, Christophe de Bec-de-Liesse, Société Le Hibou. Vous avez parlé de transmission, moi j'avais une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui, selon vous, donne envie à vos enfants de reprendre une entreprise? C'est quoi finalement les clés pour transmettre? Allez, je vais essayer de répondre. Alors, il y a en Vendée des familles qui transmettent l'entreprise de génération en génération. Certains en sont à la G6, G7. Je me demande s'il n'y a pas un G8. En ce qui me concerne, vous l'avez compris, j'ai repris l'entreprise, j'avais 53 balais. J'ai trouvé un banquier qui m'a dit, vous savez, il est grand temps. C'était pas un banquier. C'était pas un banquier. Non. On a notre banquier sur scène, si tu peux éviter. Merci, J'ai repris cette entreprise et c'était pour moi, et ça a été pour moi un projet de fin de carrière extraordinaire comme je ne l'imaginais pas. Ensuite, j'ai fait venir mon fils en 2017 parce que, vous le savez bien, la vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille et j'étais en difficulté à ce moment-là. Tout en lui disant, si tu viens, je veux que tu en aies envie. Je veux que tu en aies envie. Je ne veux surtout pas que tu me rejoignes pour une quelconque forme d'obligation familiale. Et il m'a fait une réponse qui m'a bouleversé en me disant, je viens, j'en ai envie, je t'apporte mon enthousiasme, mon énergie et ma capacité de contradiction. Mais 3 ans plus tard, c'était le contrat que nous avions, il m'a aussi dit, non, papa, je voudrais repartir, tu m'as inoculé le virus de l'international, je voudrais repartir. C'est l'année 2020 avec le Covid, où il a réalisé qu'il aurait pu se retrouver tout seul, un peu isolé de manière sur le plan affectif, à l'autre bout du monde, qu'il a fait réfléchir. Il a rencontré un certain nombre de personnes autour de lui qui lui ont dit « mais si tu as l'opportunité de reprendre cette affaire, pourquoi ne le fais-tu pas ?» Et puis, je vais vite, il a finalement eu une discussion impromptue avec notre directeur technique qui lui a dit « alors Frédéric, on arrive au terme des 3 ans, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu reprends l'entreprise, moi je te suis. » Et il a compris qu'il était légitime. Tout ça pour dire que... alors je sais bien que certains le préparent, le construisent, mais c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Nos enfants sont tous différents. Ma femme m'a appris depuis longtemps à ne pas transférer sur nos enfants ce que je n'avais pas réussi à faire moi-même. J'estime au contraire que nous avons énormément de chance d'avoir un fils, c'est le 3e, qui est à la fois capable et qui en a envie. Merci. Bon, on était assez gênés d'être dans les confidences du couple, mais merci pour ça. Juste en Vendée, quand on parle d'international, c'est ce qui se passe en dehors de la Vendée, c'est ça pour vous? Absolument. D'accord, c'était juste, il me semblait bien. Autre témoignage peut-être? Oui, par rapport à la partie, moi je peux parler que de moi par rapport à mon père ou ma mère. En fait, le week-end, on s'interdit de parler de travail. C'est une règle immuable. Par contre, on transforme tout événement. Nous, on est B2C, donc on est très proche du consommateur. Tout événement de foire, par exemple de salon, nous, on servait à boire. Ma mère s'occupait des sandwichs. On était une grosse boîte, mais finalement, mon père nous a toujours emmenés dans l'événement, mais dans la positivité des choses.
C'est-à-dire faire des salons, c'est très positif, c'est souvent euphorique, c'est souvent bien. Et donc ça nous a permis de venir au contact de cette entreprise et surtout de respecter cette règle qui est, d'ailleurs, ma mère au départ, quand on a racheté Gauthier, elle voulait qu'on se voit tous les mercredis, ce qui était sympa. Et le mercredi midi, elle avait dit, comme quand vous étiez petit, on va, avec la purée, avec le beefsteak, là, et on va... C'était vraiment sympa de sa part parce qu'elle n'a jamais travaillé dans la boîte, mais elle a toujours amené cette espèce de cohérence avec les clients qu'on recevait à la maison. Enfin, elle a toujours fait ça. Et au bout du deuxième mercredi, on a dit non, c'est pas possible parce qu'on arrivait avec... Et ça devenait une réunion de travail. Et là, c'était insupportable parce que on était tous un peu dans le boulot et autres. Donc en fait, premier sujet, c'est de ne pas donner... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent des successions parce qu'ils ont vu leur père ou leur mère travailler comme des fous, se tuer au travail. Et souvent, eux, ils renvoient ça comme image en disant « j'irai pas parce que mon père a tellement bossé qu'il n'a pas consacré du temps à moi et à ma famille ». Mon père nous consacrait beaucoup de temps, il prenait toutes ses vacances, mais par contre, quand il bossait, on ne le voyait pas beaucoup. Mais ce n'était pas pareil. C'est-à-dire qu'il était très présent avec nous. On a fait des voyages extraordinaires, par exemple, tous les hivers. On avait seulement 1 à 2 semaines ensemble dans l'année. Mais par contre, c'était extraordinaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc c'est pour ça il faut aussi consacrer du temps à sa famille pour donner l'envie de ne pas donner peur. Merci. Sur ce sujet, vous pouvez bien sûr. Sur ce sujet entreprise, la purée, c'est avec le trou au milieu, la petite sauce aussi, le volcan. C'est l'histoire du volcan, ouais. C'est l'histoire du volcan, ouais, c'est ça. Juste important de préciser, ce serait bien que vous alliez jusqu'au bout quand vous parlez de ces choses-là. On veut des invités à la hauteur, donc merci. Est-ce que d'autres témoignages peut-être? Fabio ? Je crois que j'ai déjà dit, moi, je suis, j'ai formé un binôme depuis plus de 20 ans avec André Liébaud, et j'ai été très proche de leur famille, mais ça vient de loin, la femme d'André, Eliane Briand, 7 générations aux Herbiers, une famille très connue des Herbiers, et voilà, et c'est une entreprise de la famille, c'est une aventure de la famille, et ça vient de très loin. Les valeurs d'entreprise sont vraiment centrales dans la famille. Merci de le rappeler et de bien l'incarner ici. N'hésitez pas, vous êtes les animateurs, je ne suis que votre assistant. Voilà, mais si vous voulez poser des questions, ou la salle pour une autre question. Merci Christophe, hein, c'est toujours la première qui est la plus dure. Autre question. Alors Christophe, maintenant, la boxe doit faire 1 kilomètre. Hop, waouh. Ah bien, merci Christophe. La classe. Hein. Ouais. Deux questions. Bonjour. Jean-Baptiste Bouillet, Delville Management. Jean-Baptiste, le micro à côté du nez, merci. Voilà. Comment conciliez-vous donc la durée, j'ai bien compris que c'était nécessaire pour investir, et agilité? On voit bien qu'en ce moment, il faut être très agile. Et deuxième question, le modèle vendéen, moi je le connais bien en étant nantais, on l'apprécie. Comment concilier ce modèle avec aussi des échanges vers l'extérieur? Est-ce que ce n'est pas auto-centré? Alors, on va demander aux autocentrés de répondre. Est-ce qu'on fait travailler les Nantais, c'est ça? Exactement. C'est ça. Ben non. Sur la... Tu l'as cherché. Sur l'agilité, pour moi, Bruno a déjà très bien répondu. Vous avez à la fois le temps long, la priorité donnée au développement et à la pérennité de l'entreprise par rapport à la rentabilité immédiate, mais vous avez aussi des PME avec des centres de décision en Vendée, très proches de leurs équipes, très proches de leur encadrement, qui ont cette faculté à décider vite. L'agilité, elle vient de là, d'abord. Pour avoir travaillé avant de reprendre, puisque j'ai connu les 2 univers, avant de reprendre Arcade Cycle, j'ai travaillé dans des grands groupes avec des fonctionnements souvent politiques. C'était l'inverse. C'est pour ça que j'en suis parti d'ailleurs. C'était l'inverse. On passait plus de temps dans des jeux de pouvoir qu'à se préoccuper de nos produits et de nos clients. Alors, déjà, la Vendée, c'est pas un territoire homogène. On fonctionne par cluster, comme en fait au Canada. C'est-à-dire qu'en fait ici vous êtes sur le cluster des Herbiers, il y a un cluster à Chaland,
Bon, François a un prix à risque, il a été à La Roche-sur-Yon. Mais déjà, les 2 gros clusters de la Vendée, et le cluster de Montaigu. Donc ça veut dire vraiment frontière nord avec le 44. Dès que vous descendez dans le sud, vous êtes dans un no man's land. Donc clairement, on est déjà dans un territoire. Par exemple, il y a le cluster aussi de Cholet qu'on considère très proche de nous. En fait, il ne faut pas considérer la Vendée en disant la Vendée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai arrêté de dire la Vendée, j'ai parlé de notre territoire. Vous avez peut-être entendu, j'ai arrêté de dire la Vendée, la Vendée, la Vendée. J'ai parlé de notre territoire. Donc en fait, qu'est-ce qui crée le territoire? C'est toute la connectivité qu'on peut avoir puisqu'on aime bien rencontrer les gens. Moi, ça ne me gêne pas d'aller travailler dans la connectivité avec Nantes, par exemple. J'ai blagué, hein, c'est pas le sujet. Après, aller plus loin, pour nous, c'est quelquefois compliqué. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a besoin de voir les gens. Mais par contre, déjà, on fonctionne par cluster. À Chaland, par exemple, c'est des gens... les Chalandais font travailler que les Chalandais. Hein. C'est une meute. Et donc, et c'est une meute encore plus récente. Chaland n'existait pas il y a 30 ans. Donc ça veut dire qu'on peut encore créer des clusters au-delà de la révolution industrielle d'il y a 50 ans. Et c'est ça qui est incroyable. Donc ça veut dire que ça donne... Parce que des fois on me dit c'est pas duplicable parce que vous êtes là depuis 60 ans, vous vivez en meute. Chaland, il y a 30 ans, c'était rien. Rien. Il n'y avait rien. Donc ce que ça prouve, c'est qu'il y a encore des générations possibles de territoires. Je vais répondre sur le auto-centré vendéen. Un Nantais, je suis Nantais. Hein. Je suis Nantais. Qui a bientôt... Mais je vais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire sur Nantes qui m'a traumatisé, moi, quand je suis arrivé à Nantes. J'habite à côté de la place Viarme. Et sur la place Viarme, il y a une plaque en bronze, vous pouvez la voir, qui dit « Ici, l'armée française a repoussé l'envahisseur vendéen ». On est dans la période la plus dramatique de l'histoire de France, 1793, et le Puy du Fou vous raconte cette histoire. Bon alors, on joue collectif. Bruno, je t'interromps parce que je ne peux pas résister. Sur la même place Viarme, il y a aussi une autre plaque, elle ne doit pas être bien loin, en l'honneur de Charette, qui a été blessé. Non, qui a été blessé et qui a été exécuté devant un peloton d'exécution sur la place Viarme. Bon, les guerres civiles, c'est probablement l'une des pires abominations. Alors, pour répondre, en Vendée, on joue collectif, mais on ne joue pas collectif que vendéen, d'accord? On joue collectif national et peut-être international. Donc nous, dans notre métier, on joue très collectif dans le métier de la menuiserie, tout matériaux. Et nous, Vendéens, Liébeaux, nous sommes présidents du syndicat professionnel depuis 25 ans. Donc Landré, il a été 15 ans, moi je le suis depuis 9 ans. Voilà, donc on joue collectif national et ces valeurs vendéennes de collectif, on les emmène en France. Et je peux vous dire que ce n'est pas un vain mot quand on voit comment la profession de la menuiserie réagit de façon extrêmement collective, en particulier face aux enjeux colossaux qu'on vit aujourd'hui. Ceux qui sont près du bâtiment savent qu'on met en place ce qu'on appelle la filière REP, c'est-à-dire tout simplement la récupération de tous les déchets de fin de vie de tous ces innombrables bâtiments qu'on déconstruit en France et qu'on envoie aujourd'hui un peu n'importe où. Voilà, donc on joue très très collectif, et puis les grandes sociétés vendéennes sont toutes internationales. Beneteau, leader mondial, le groupe Dubreuil, Air Caraïbes, French Bee, nous-mêmes, on est de plus en plus européens. Atlantique est une entreprise profondément internationale avec des usines partout, y compris en Turquie. Voilà, donc il y a des clusters, mais il y a aussi des entreprises qui résonnent d'abord France et de plus en plus internationales. Je crois que c'est la fin de cette table ronde. Merci Clotilde. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Merci à tous les autocentrés, décentrés, vendécentrés. Merci d'avoir partagé cela, évidemment. Et je pense qu'ils sont jaloux, ils vont tous venir s'installer chez vous, certainement. Je voudrais qu'on remercie aussi nos deux animateurs, s'il vous plaît, qui l'ont fait magnifiquement bien.